Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours. Alors, je vous rappelle déjà en préambule que demain nous n'aurons pas cours puisqu'il s'agit à nouveau d'un jour férié. Je vous laisserai aller regarder si vous ne savez pas pourquoi il s'agit d'un jour férié, mais c'est un jour férié qui est en rapport avec un événement historique. Bien. Alors, aujourd'hui, la première des choses que nous allons faire, c'est de corriger le petit devoir que je vous avais demandé de faire, c'est-à-dire la réponse à la question concernant le document 3 de la page 111. Donc je vous rappelle, la question était pourquoi la péninsule ibérique occupe-t-elle une place particulière dans l'Empire, surtout à partir de Vespasien. Alors la première chose que l'on va faire déjà, c'est qu'on va relire le document, comme ça on est sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Un territoire prospère, bien intégré à l'Empire. Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien décrit l'organisation économique du monde romain. La péninsule ibérique participe largement à la prospérité de l'Empire. L'Espagne presque tout entière abonde en mines de plomb, de fer, de cuivre, d'argent et d'or. La Citérieure, en outre, produit des pierres translucides et la Bétique du minium. Il y a aussi des carrières de marbre. L'empereur Vespasien accorda à l'Espagne entière le droit du Latium. L'Asturie, la Galice et la Lusitanie fournissent par an 20 000 livres d'or. Presque toutes nos provinces fournissent de l'argent, mais le plus beau est celui d'Espagne. Et la question était donc la suivante, pourquoi la péninsule ibérique occupe-t-elle une place particulière dans l'Empire, surtout à partir de Vespasien? Alors, dans ce texte, on le voit très bien, la province d'Espagne, l'Hispanie, est très importante pour l'économie romaine. Pourquoi? Parce qu'elle fournit beaucoup de ressources et de produits. C'est noté dans le texte. Par exemple, elle fournit des métaux, comme le plomb, qui était utilisé à l'époque, par exemple, dans les peintures. Aujourd'hui, c'est interdit parce que on sait que c'est très mauvais pour la santé. C'était aussi utilisé, par exemple, pour les canalisations. Encore une fois, aujourd'hui, c'est interdit. À l'époque, c'était utilisé. On trouve également du fer. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, hein. Le fer est très important, ne serait-ce que pour des constructions. Alors à l'époque, il n'y a pas de machine ou autre, mais simplement le fer était utilisé dans l'armement, il était utilisé dans les machines de guerre, donc pas les machines électriques, ça n'existe pas bien entendu, mais je le rappelle parce que peut-être que certains d'entre vous ne s'en rendent pas compte, mais les machines électriques n'existaient pas à l'époque. Mais c'est utilisé dans les machines de guerre, c'est utilisé dans plein de choses. On en fait des alliages également. Donc le fer est très utilisé. L'argent également, pour faire les pièces de monnaie, mais également pour faire des objets qui vont, par exemple, être utilisés pour manger, c'est-à-dire des services comme des couteaux pour manger. On va s'en servir pour faire des instruments de cuisine. On va s'en servir pour faire des bijoux, des très beaux bijoux. L'argent a une très grande valeur à l'époque, peut-être même un petit peu plus que l'or. Donc vraiment, l'argent est quelque chose de très utile. Et bien entendu, il y a des mines d'or. Donc on a des métaux qui se trouvent en Espagne et on a également des mines de minium. Et ça, c'était noté dans votre texte. Et on vous disait que le minium était utilisé pour fabriquer des pigments de couleur très appréciés des Romains dans les vêtements, les peintures, la mosaïque. Très appréciés des Romains, surtout des riches Romains. Les riches romains, par exemple, une des marques de fabrique des citoyens riches à Rome, c'était la couleur pourpre, le rouge. Pourquoi? Parce que justement, c'était quelque chose de très compliqué à faire et donc les vêtements coûtaient très cher. On fabrique justement ce pigment rouge, notamment avec du minium. On s'en sert dans les vêtements, on s'en sert dans l'architecture, comme les mosaïques. Donc c'est quelque chose de très important. C'est aussi toxique, hein, donc ça, ils ne le savaient pas à l'époque, mais voilà, c'était utilisé pour ça. Donc c'était important pour les riches romains.
La place de la province de l'Hispanie prend donc de l'importance. C'est une province qui devient de plus en plus importante, surtout à partir du moment où Vespasien lui accorde le droit du Latium en 73, qu'on appelle également le droit latin. Alors je vais revenir là-dessus. Petite chose, on ne l'avait pas lu ensemble, mais vous pouviez tout à fait le lire. En haut de la page 110, il y a une petite explication de ce qu'est la province d'Hispanie. Je vous la lis. En 197 avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent la péninsule ibérique. Ils y établissent des colonies, équipées d'infrastructures, comme des aqueducs, des égouts, des thermes. Les infrastructures liées à l'eau, je vous rappelle que les Romains étaient des très bons hydrographes. Ils étaient spécialisés là-dedans. Les habitants adoptent en partie la culture romaine et imitent l'architecture de Rome, capitale de l'Empire. La péninsule se romanise. Donc, là, vous voyez bien que la péninsule ibérique, ça fait depuis 197 qu'elle a été conquise. D'abord, pas forcément tout en entier, mais en tout cas, la grande majorité est conquise en 197. Et très rapidement, la paix romaine s'impose. C'est-à-dire que, au début, c'est une province, vous vous souvenez, dite pérégrine, c'est-à-dire étrangère, donc elle paye beaucoup d'impôts, c'est très cher, etc. Et petit à petit, elle va se convertir à la culture romaine. Et donc, cette paix romaine permet la conversion vers la culture romaine. Et le fait de lui accorder des droits supplémentaires, comme le fait Vespasien, ça permet aussi de maintenir sur le long terme la paix romaine. Puisque c'est un petit peu un sucre. Vous connaissez l'expression de la carotte et du bâton. Pour faire avancer un âne, on peut le faire avancer si on lui met une carotte devant lui. Il va avancer parce qu'il aura la vision de la carotte et il va essayer de l'attraper. Ou il peut avancer si on lui met des coups de bâton. Rome pratique un petit peu cette chose, c'est-à-dire que avec les provinces qu'elle a conquises, parfois elle est obligée de maintenir la paix de manière armée, mais la plupart du temps, elle essaye de maintenir la paix de manière pacifique. Et notamment en promettant des choses, qui arriveront très tard, mais en les promettant quand même. C'est le cas pour la province de l'Espagne, la province de l'Hispanie. C'est une des plus anciennes conquêtes de Rome, et elle va obtenir des droits particuliers que les autres provinces n'auront pas. Donc ça permet de maintenir la paix romaine dans la province d'Hispanie, mais également dans les autres provinces, parce qu'ils se disent, peut-être qu'un jour, nous aussi, on aura ces fameux droits du Latium. Qu'est-ce que c'est les droits du Latium ? Vous avez une petite note de bas de page qui vous l'indique. Ce sont des droits offrant de grands avantages politiques et économiques réservés aux peuples les plus fidèles à Rome. C'est-à-dire que pratiquement, ils étaient considérés comme des Romains. Pas tout à fait, mais pratiquement. Donc ils avaient le droit de faire commerce avec qui ils voulaient, même si c'était mieux de privilégier les Romains. Ils pouvaient faire commerce avec ceux qu'ils voulaient, ils pouvaient jouir librement de leurs droits, ils pouvaient être quasiment libres, tout en obéissant à Rome, certes, mais quasiment libres. Et ça, c'était très important. Passons à l'apport magistral. Au IIe siècle, l'empereur Hadrien va fortifier la frontière, qu'on appelle le limes. Alors, qu'est-ce que c'est que le limes ? Vous prenez, s'il vous plaît, dans votre livre, la page 107. Et en haut à gauche, vous avez un petit encadré qui est relié à la date du 1er siècle après Jésus-Christ et qui s'appelle la construction du limes. Vous avez une photographie ici d'un vestige du limes en Grande-Bretagne. C'est un vestige du mur d'Adrien. La sécurité de l'Empire est assurée par le limes, une frontière extérieure fortifiée par endroits. Le long de cette frontière, les légions stationnent dans des camps pour repousser les incursions ennemies. Cependant, le limes commence à perdre de son efficacité à partir de la fin du IVe siècle. Donc tout simplement, le limes, c'est une frontière. Et quand on dit
qu'il y a des fortifications. En général, aujourd'hui, quand on parle du limès, c'est toujours le limès fortifié, comme le fait par exemple Adrien. C'est-à-dire avec des murs. C'était un type de fortification qu'on faisait sur les limès, avec des tours, avec des camps, avec des soldats qui étaient là, présents tout le temps, pour défendre l'Empire pile à cet endroit-là. C'est-à-dire pour défendre une sorte de porte. Et donc, c'est l'empereur Adrien qui commence à fortifier les limès. Adrien, c'est celui qui vient juste après Trajan. Trajan, vous vous souvenez, il a fait beaucoup de conquêtes, il a étendu énormément le territoire de l'Empire. On dit que c'est même l'apogée de l'Empire, c'est-à-dire le top du top. L'Empire ne sera jamais aussi grand qu'à l'époque de Trajan. Adrien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de faire encore des nouvelles conquêtes, il va fixer les frontières, c'est-à-dire qu'il va les fortifier pour être sûr que ça tienne dans le temps. Donc, il fortifie la frontière, qu'on appelle le limès, pour protéger l'Empire et l'isoler des terres considérées comme barbares. Ainsi, au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire vit une période de paix qui favorise la prospérité économique. Forcément, que ça favorise la prospérité économique, la guerre coûte très cher. En contrepartie, quand on est en période de paix, on fait plus facilement du commerce, les commerçants ont moins peur de se déplacer d'un endroit à un autre, et on fait du commerce aussi à l'intérieur de l'Empire et à l'extérieur. Et la guerre, du coup, n'ayant pas lieu, on dépense beaucoup moins d'argent. Les échanges commerciaux se développent entre les différentes provinces et Rome. Les marchandises circulent par voie fluviale, c'est-à-dire par les fleuves, et maritimes, c'est-à-dire par la mer, ainsi que sur des routes construites par les Romains. Et si vous voulez un exemple des routes qui ont été construites par les Romains, vous prenez la page 107 de votre manuel et vous avez en bas une carte de l'Empire romain à son apogée, donc au début du 2e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire aux alentours de 117. Et vous voyez, tout en jaune, c'est l'Empire au début du 2e siècle. Le figuré surface jaune montre ceci. Le figuré ponctuel bleu montre les principaux territoires barbares. D'ailleurs, c'est ni vraiment un figuré ponctuel, ni véritablement un figuré de surface. C'est une sorte de figuré de surface puisque ça montre tout un territoire. Si vous prenez en haut, là où c'est noté Écosse, en haut à gauche, c'est pas seulement pile là où c'est noté Écosse, mais c'est un petit peu autour aussi. La Germanie, c'est pas seulement pile là où c'est noté Germanie, mais c'est un peu autour aussi. C'est pour que vous voyez un peu les grandes lignes. Ensuite, vous avez un figuré linéaire trétillé rouge qui montre les limès, c'est-à-dire donc les frontières de l'Empire. Et en figuré linéaire rouge, mais cette fois-ci pas en trétillé, c'est les limès fortifiés. Donc vous le voyez par exemple, on a un limès fortifié vers la Germanie, là où il y a marqué la ville de Trèves. Juste à droite, vous avez un limès fortifié. Ce limès-ci fait la jonction entre le Rhin et le Danube. C'était l'endroit vraiment, ça formait une espèce de coude et on avait les frontières naturelles, c'est-à-dire que les Romains de temps en temps vont faire des incursions de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté du Danube, mais ils vont jamais véritablement dépasser le Rhin et le Danube. Vous avez un autre limès fortifié vers la Dacie, et vous avez un autre limès fortifié, cette fois-ci plutôt vers l'Orient, à droite de Jérusalem. Et vous avez encore un dernier limès fortifié qui se trouve en Afrique du Nord, en dessous de Carthage. Et sur cette même carte, vous avez des figurés linéaires, on va dire marron clair, qui sont les principales voies de communication terrestre.
Et ces principales voies de communication terrestre donc permettent les échanges de marchandises. On voit donc bien qu'il y a quand même des grandes routes qui résident entre les différentes grandes villes et les différentes régions. Et pour le reste, on a aussi un figuré linéaire bleu qui nous montre les principales voies de communication maritime, puisque les marchandises, la plupart du temps, sont échangées par bateau. C'est pour ça que c'est un espace, l'espace qui est proche de l'eau, que ce soit les fleuves ou la mer, ce sont des espaces très attractifs. Ça d'ailleurs, ça sera le sujet de notre dernière séquence de géographie. Mais ne mélangeons pas tout. Et enfin, vous avez encore sur cette carte les indications des choses qui sont produites ou qui sont échangées, des marchandises qui sont échangées avec Rome. Ce sont des figurés ponctuels, des encadrés, verts écrits en blanc. Par exemple, Rome échange avec l'Égypte du blé et du papyrus. Elle va échanger avec la région de Carthage de l'huile et du blé. Carthage qui se trouve donc en Tunisie actuelle. La Tunisie qui encore maintenant est réputée pour son huile d'olive par exemple. Avec l'Afrique subsaharienne, on a des esclaves, de l'or et des fauves venus d'Afrique. Avec la Germanie, on a de l'ambre, du bois, du fer, des fourrures, des esclaves. Donc vous voyez, tout ça montre bien tous les échanges commerciaux qui sont faits à l'époque, et la paix romaine permet ces échanges commerciaux de manière facilitée. Et c'est pour ça que ce sera une période de grande prospérité économique. Passons maintenant à l'exo 3, la romanisation progressive de l'Empire. Et j'aimerais que vous preniez les pages 112 et 113 de votre manuel. Et nous allons étudier les documents 1 et 2. Alors d'abord, on lit tout en haut de la page 112 ce qui est noté. Que révèlent ces vestiges sur la romanisation de la Gaule? Après la conquête, les élites gauloises, composées des personnes les plus puissantes et les plus admirées de leur cité, adoptent en partie la culture romaine. Ça, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Les nouvelles provinces qui sont conquises, en général, les élites très vite se convertissent à la culture romaine. Elle est synonyme de supériorité et de prestige. À Saint-Romain en Galles, près de Vienne, dans la région Rhône-Alpes, les archéologues ont ainsi retrouvé un ensemble unique de maisons et d'œuvres d'art mêlant les cultures gauloises et romaines. Vous avez donc un premier document ici qui est la maison aux 5 mosaïques. C'est une photographie actuelle de la maison aux 5 mosaïques à Vienne, région Rhône-Alpes, datant du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, cette maison aux 5 mosaïques, ces vestiges de cette maison, ont donc plus de 1800 ans, juste pour préciser. Et vous avez un petit point de vocabulaire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une mosaïque. C'est une décoration constituée de pierres colorées qu'on appelle des tesselles. Donc on a des pierres colorées qu'on appelle des tesselles, des petits morceaux. Et ces petits morceaux, on va les mettre ensemble, on va les assembler pour former une grande image. Donc petit repère pour cette œuvre, située sur un riche site gallo-romain, cette habitation gauloise dispose d'un péristyle, c'est-à-dire un espace découvert entouré de colonnes, de type romain. Cette demeure qui révèle le niveau de vie élevé de son propriétaire mesure près de 500 mètres carrés. Elle est constituée de briques, mais aussi de marbre pour ses colonnes. Deuxième document, page 113, voyons en détail cette fameuse mosaïque qu'on a retrouvée dans cette villa romaine. Il s'agit du document 2 de la page 113, la mosaïque du calendrier agricole. Donc déjà, première chose, vous voyez à quoi elle ressemble en grand. Elle a été extrêmement bien conservée. Je vous rappelle que c'est une œuvre qui a 1800 ans. Et on vous a sélectionné quelques éléments, particulièrement les A et B. Alors le A,
vous avez des figurés ponctuels numérotés qui vous indiquent les choses à voir dans cette partie de la mosaïque. Vous avez en numéro 1 un prêtre gaulois vêtu d'une toge romaine. En numéro 2, vous avez un enfant qui lui donne une offrande pour le culte des lars. Les lars, ce sont les divinités romaines de la maison. Afin que ce prêtre, donc, ou plutôt que ces lars, assure la protection du foyer durant l'hiver. Et en numéro 3, on a une maison d'aspect romaine qui est ornée de tesselles noires pour donner un effet de profondeur. Et ensuite, vous avez le B, avec également 3 figurés ponctuels numérotés. Le numéro 1, le dieu gaulois Taranis, c'est le dieu du tonnerre, représenté comme Jupiter, repose en hauteur sur une colonne et tient une torche enflammée. Et numéro 2 et 3, c'est une femme et un homme, vêtus à la mode gauloise, qui accomplissent un sacrifice en son honneur, c'est-à-dire en l'honneur du dieu Taranis. La femme lève son bras droit, tandis que l'homme fait une offrande au dieu, avec de la farine ou du vin, pour qu'il assure de bonnes moissons. Ce genre de sacrifice, on appelle ça communément des libations. Donc cette grande mosaïque, juste pour que vous sachiez, elle fait 8,9 mètres sur 4,5 mètres. C'est immense. C'est tout en pâte de verre, en marbre et en calcaire. Elle orne le sol de la maison aux 5 mosaïques. Il faut en faire le tour pour observer chacune des parties. Vous avez remarqué, toutes les parties, ces différents petits carrés qui sont des petites scènes, ne sont pas tous tournés dans le même sens. Il faut faire tout le tour pour les voir dans le bon sens. Cette mosaïque représente des scènes d'activités agricoles et religieuses suivant les saisons. La question est donc la suivante. Quels éléments montrent que les Gaulois mêlent des éléments romains à leur propre culture, comme la religion ou les habitudes? Je vais vous laisser 10 minutes pour y réfléchir de votre côté. Regardez bien ces 2 documents et réfléchissez bien quels éléments de ces 2 documents nous montrent que les Gaulois se convertissent, entre guillemets, à la culture romaine. Alors déjà, sur un des carreaux, le carreau A de la mosaïque, on voit un prêtre gaulois. Et pourtant, c'est noté qu'il est vêtu à la mode romaine, c'est-à-dire avec une toge. C'est typique l'habillement des Romains. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on finit par donner ce type d'habillement aussi au peuple qu'on a conquis. Je m'explique. La toge, pour les Romains, c'est un habit qui montre son statut social, c'est-à-dire qui montre si on est important ou pas, si on est riche ou pas, et surtout si on est romain ou pas. Seulement, elle ne se porte pas n'importe comment. C'est pas simplement je prends une sorte de drap ou un immense rideau et puis je fais 3 fois le tour et puis c'est bon. Non, il y a un drapé particulier. Elle ne se porte pas n'importe comment. Et ça veut donc dire qu'on peut faire des gestes, mais on ne peut pas non plus être hors de soi. On ne peut pas être en grande colère. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est habillé comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, on va s'enlever le drapé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à moitié mal habillé. Et on va être ridicule. Et donc, pour les Romains, ils disaient que les barbares, donc ceux qui n'étaient pas encore romains, quand ils étaient conquis par Rome, ils devaient devenir romains. Or, les barbares, ils avaient pour habitude, selon les Romains, d'être soit trop colériques, soit ils rigolaient trop, soit ils buvaient trop, soit, en tout cas, ils étaient toujours accusés par les Romains d'être excessifs, c'est-à-dire de faire trop les choses. Et pour les Romains, il y a une notion qui est très importante, qu'on avait déjà vue quand on a parlé de Trajan, c'est le fait d'être tempéré, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu, d'être mesuré.
Souvenez-vous, je vous avais dit, il y a une phrase célèbre pour les Romains qui dit « La vertu se trouve dans le juste milieu, ni trop, ni trop peu ». Donc, le fait de porter une toge pour les futurs Romains, c'est-à-dire pour les peuples qui ont été conquis par Rome et qui veulent se romaniser, on finit par les faire habiller avec une toge. Parce que comme ça, ils sont obligés de se contenir. Sinon, ils vont avoir l'air ridicules. Ils ne peuvent pas piquer des grandes colères et faire des grands gestes. Ils sont obligés de se mesurer petit à petit. Donc ça, c'est le premier élément qui montre une espèce de conversion à la culture romaine. Deuxième élément de cette partie de la mosaïque, l'enfant lui tend quelque chose, une offrande, et pas pour n'importe quoi, il lui tend une offrande pour les Lars. Et les Lars, c'est une divinité, ou ce sont des divinités romaines, qui protègent la maison. Dans toutes les maisons, il y a des Lars qui les protègent. Alors, ça ne s'écrit pas avec un D à la fin, sinon ça serait le lard du cochon, mais c'est les Lars avec un E à la fin, et un S puisqu'ils sont nombreux. Sur l'autre petit morceau de la mosaïque, c'est-à-dire le B, on voit des personnages qui sont vêtus à la mode gauloise. L'homme et la femme sont vêtus à la mode gauloise. Et pourtant, ils accomplissent un sacrifice en l'honneur d'une divinité, une divinité gauloise, c'est-à-dire Taranis, mais cette divinité gauloise, elle a l'aspect d'une divinité romaine, la divinité Jupiter. Ça, c'est un autre élément qui montre que les Gaulois se romanisent petit à petit. Et puis, point très important, tout simplement, on parle d'une mosaïque. La mosaïque, c'est un art typiquement romain. Donc, le fait d'avoir une mosaïque dans sa maison, ça montre et ça témoigne de l'assimilation d'un goût et d'un savoir-faire typiquement romain. Je vous prends un autre exemple. Aujourd'hui, on pourrait voir ce genre d'exemple. Vous êtes ici en France. La France a une tradition architecturale, il y a une tradition de décoration, etc. Si chez vous, tout d'un coup, vous mettez dans votre salon un vase chinois, ça montre que vous avez peut-être vous appréciez l'art chinois. Maintenant, imaginez que la Chine nous envahisse, qu'elle soit à la tête de l'État, et elle va tout simplement mettre peut-être des gens qui vont décider dans le pays qui seront d'origine chinoise. On va avoir peut-être plus de publicité chinoise, on va avoir accès à plus de chaînes chinoises, on va avoir accès un petit peu à tout ça. Forcément, nous, dans notre tête, on va, au fur et à mesure, avoir peut-être dans la tête des images d'habits chinois, de culture chinoise, de musique chinoise. On va avoir tout ça qui va nous venir à l'esprit à force de l'entendre tous les jours. Et peut-être qu'au final, on va finir par décorer nos maisons de manière tout à fait chinoise. On va peut-être avoir la nourriture qui va s'inspirer de la nourriture chinoise. Peut-être même que petit à petit, on va commencer à enseigner le chinois dans toutes les écoles, etc., etc. C'est exactement ce qui se passe avec les Romains et les Gaulois. Et on le voit bien, puisque dans cette maison typiquement gauloise, enfin dans une région typiquement gauloise, on a une mosaïque typiquement romaine. Et on a une maison, une villa, qui est de style typiquement romain. Et pourtant, on n'est pas à Rome. On n'est même pas en Italie. On est en Gaule. Cela témoigne donc de l'assimilation de la culture et de l'esthétique romaine.
Passons à l'apport magistral. Partout dans l'Empire, Rome diffuse sa langue, ses lois et sa religion. Sachez que si un jour vous voulez faire du droit, des études de droit, c'est-à-dire étudier la loi pour devenir peut-être juge, avocat, juriste, etc., vous savez que vous devrez étudier un peu la loi romaine. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qui nous viennent, beaucoup de choses qui sont dans la loi française actuelle, nous viennent de la loi romaine. Et puis, beaucoup de choses de notre système politique actuel nous viennent des Romains. Ça, on le verra peut-être un peu plus en détail quand on fera du latin, soit l'année prochaine, soit si même vous continuez en quatrième. Mais beaucoup de symboles de la République française viennent de l'époque romaine. Tout simplement, pensez à la politique. Il y a un organe du pouvoir qui s'appelle le Parlement et l'autre s'appelle le Sénat, comme à Rome. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, partout dans l'Empire, Rome diffuse sa langue, ses lois et sa religion. C'est la romanisation. Les villes des provinces, comme Vienne en Gaule, se construisent sur le modèle romain. On y bâtit des forums, des thermes ou des temples dédiés au culte impérial. Ça, on avait déjà vu. Cependant, les différentes populations de l'Empire conservent une grande partie de leurs coutumes et leur langue locale. Pour intégrer les peuples conquis, les empereurs accordent progressivement la citoyenneté romaine. Souvenez-vous, avant, c'est très long pour que les cités deviennent des cités romaines, c'est extrêmement long. Et puis à titre personnel, pour obtenir la citoyenneté romaine, parfois, il faut faire de l'armée. Il faut entrer dans la légion romaine. En général, pendant environ 7 ans. Eh bien, il y a un empereur en 212 qui s'appelle l'empereur Caracalla qui va promulguer un édit qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. C'est-à-dire que du moment où vous êtes un homme libre, pas un esclave, pas une femme, pas un enfant, vous naissez dans l'Empire romain, ça peut être au fin fond de l'Hispanie, ça peut être en Afrique du Nord, ça peut être en Dacie, eh bien, vous êtes automatiquement citoyen romain, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, si vous voulez voir plus en détail ceci, prenez la page 107 de votre manuel, c'est le dernier encadré qui concerne la date de 212 après Jésus-Christ, la généralisation de la citoyenneté. Comme ça, vous savez à quoi ressemblait Caracalla, puisqu'il y a une photo de son buste, qui est une sculpture de Caracalla, qui a été empereur de 188 à 217 après Jésus-Christ, et il s'agit d'une sculpture de son buste qui daterait de 211 à 217 après Jésus-Christ. Et elle se trouve au musée du Capitole à Rome. En 212, Caracalla accorde la citoyenneté à ceux qui ne l'avaient pas encore. Désormais, tous les hommes libres de l'Empire sont censés jouir des mêmes droits, puisque les citoyens romains ont des droits particuliers. Par exemple, on n'a pas le droit de torturer un citoyen romain. Donc si on est citoyen, on n'a pas le droit d'être accusé à tort, on n'a pas le droit d'être puni sans preuve, on n'a pas le droit d'être torturé. Ça veut donc dire que c'est une grande protection qu'on leur accorde. Et puis un autre point important, si quelqu'un fait du mal à un citoyen romain, Rome s'engage à punir ce quelqu'un. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis citoyen romain, et un jour, il y a un Germain qui va m'attaquer et qui va me tuer, ou même qui va simplement me blesser. Eh bien, Rome va s'engager pour me venger et pour faire payer à cette personne. Donc ça veut dire que tout Rome est obligé de défendre ou de venger un citoyen romain. Donc c'est un droit très grand. Donc vous voyez, là c'est la dernière étape de la romanisation. C'est-à-dire que à partir de 212, toutes les personnes qui naissent, qui sont des hommes et qui sont libres et qui naissent dans l'Empire romain, deviennent officiellement des citoyens romains.
On aura donc une prochaine séquence encore qui parlera de l'Empire romain. On en parlera un petit peu plus en détail. On étudiera cette fois-ci les chrétiens dans l'Empire romain et on parlera aussi de la fin de l'Empire romain. Moi, ce que je vais vous demander de faire pour lundi prochain, ou plutôt pour mardi prochain, excusez-moi, je vais vous demander de prendre la carte que vous avez à la fin du polycopier et je vais vous demander de colorier avec un figuré de surface l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la date de 117. Et pour vous aider, vous pouvez prendre la page 107 de votre manuel pour pouvoir faire ce devoir. Et je vais vous demander de me l'envoyer soit par école directe, soit par post-classe. Je vais faire un petit dossier dans post-classe. Vous pouvez tout à fait prendre en photo avec votre appareil, votre smartphone, et me l'envoyer directement dans post-classe. En revanche, je tiens quand même à vous rappeler une petite chose. Quand vous prenez une photo, sur n'importe quel smartphone que ce soit, ou sur n'importe quelle tablette que ce soit, déjà vous pouvez vous rapprocher un peu, première des choses. Deuxième des choses, essayez de mettre votre feuille à plat. Et troisième des choses, vous pouvez recadrer une fois que vous avez pris la photo. Ça m'évite de voir vos pieds, ça m'évite de voir votre table, ça m'évite de voir votre carrelage. Parce que, très honnêtement, j'ai beaucoup de photos où quasiment maintenant je peux reconnaître tous vos pieds les yeux fermés. Tellement j'ai eu des photos avec un morceau d'orteil, parfois à pieds nus, parfois... je peux même dire que certains d'entre vous portent des claquettes à la maison et dire que c'est des claquettes Adidas, Fila ou Nike. Donc pour vous dire, je rigole bien entendu, hein, mais c'est pas loin d'être la vérité. Donc recadrer un petit peu, comme ça fait plus sérieux, on voit juste la feuille et on voit pas autour. Et puis aussi pour moi, si par hasard j'imprime, ça m'évite de gaspiller de l'encre et ça m'évite de gaspiller du temps de devoir recadrer. Parce que ça, je vous le dis, dans les derniers devoirs que vous m'aviez envoyés, que ce soit les DS ou autres, à chaque fois, pour ceux qui avaient mal cadré ou quoi, j'ai perdu 5 minutes par copie. Alors vous vous dites c'est 5 minutes pour ma copie. Sauf que si tout le monde fait ça, vous êtes 62. Donc, plutôt que d'ouvrir le document, d'imprimer directement et de me prendre 1 minute, ou même 1 minute 30, c'est-à-dire environ 1 heure et demie, eh bien, ça va me prendre 5 minutes par copie. Vous multipliez ça par 60, ça fait à peu près, à une vache près, 300 minutes. Sauf que, petit calcul, 300 minutes, ça fait 5 heures. Ça veut dire qu'au lieu de me prendre 1 heure et demie, ça me prend 5 heures pour imprimer vos copies. Vous imaginez la perte de temps que c'est pour moi ? Alors que vous, ça vous prend 3 secondes de plus de recadrer avec votre smartphone ou de vous rapprocher tout simplement. Donc voilà, ça c'était le petit conseil que je voulais vous donner. Faites bien le devoir pour mardi. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poster en commentaire, soit de la vidéo, soit sur Postclass. Bonne fin de journée à tous et à très vite.